Bonjour à tous, ici la Ghoul Studio, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce supplément pour le jeu Pike and Shot, donc sur on va dire la Renaissance et l'époque moderne. Et ça va traiter des guerres des samouraïs, donc bien sûr tout ce qui va toucher au Japon médiéval, surtout l'époque Sengoku Jidai, donc l'époque des royaumes combattants. C'est parti pour ce supplément. Donc je voudrais remercier tout d'abord Warlord Games par l'intermédiaire de Eric. Merci beaucoup pour l'envoi. J'ai beaucoup aimé ce supplément. Merci de soutenir la chaîne. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors dans ce supplément, donc c'est un supplément de 120 pages, tout en couleur. Magnifiquement illustré, vous verrez, avec des photos de figurines en situation. Donc il y a des figurines de chez Warlord, hein. La grande majorité sont des figurines de chez Warlord. Voilà, donc des troupes plastiques. Et je crois qu'il y a une ou deux photos de la gamme Perry miniature. Voilà, notamment ici. On peut voir des figurines Perry. Donc c'est parfaitement mis en scène. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de saveurs dans ce livre. Et donc je suis très ravi de vous montrer tout ça. Donc voilà, 120 pages tout en couleur, bourré de références historiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur, on sent que l'auteur, il a mis tout son cœur à traiter ce supplément. On sent que le mec est passionné quand même, hein. Donc on va traiter, donc déjà il va commencer par tout ce qui est glossaire. Donc ici on va avoir les différents, en fait, le différent vocabulaire de cette époque, hein, avec les noms en japonais et bien sûr leur description. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Il a fait un travail de recherche vraiment remarquable. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc dans un premier temps, dans les pages qui vont suivre, ici il va traiter en fait de l'historique, hein, avec, vous voyez, ici on a, j'aime beaucoup cette illustration, c'est Peter Denis qui fait justement des illustrations pour Warlord très régulièrement. Donc ici on peut voir des Ashigaru avec les Nagai Yari. Donc c'est leur longue pique en fait, hein, qui sont aussi représentés. Donc en fait on va avoir donc de l'historique sur la période. Ici par exemple notamment on a les tactiques employées. Donc bon, c'est beaucoup de glossaires, c'est beaucoup de descriptions. Pour l'instant il n'y a pas de règles spéciales, hein. Ici on va notamment avoir les différents types de troupes, notamment les samouraïs qui sont là. Voilà. Ici les samouraïs. On va avoir les seigneurs comme les daimyo, les ashigaru qui sont les troupes légères en fait, hein, des paysans, donc des levées paysannes. On va avoir les ikoiki, donc c'est on va dire des rebelles en fait, tout simplement, qui ont suivi la voie du bouddhisme. Voilà, c'est très intéressant. On va avoir des pièces d'artillerie. Il y a une partie sur les ninjas, mais qu'on appelle shinobi, qu'on va traiter. Donc c'est parti. Donc ici de l'historique. Donc voilà, là ça commence en 1467, hein, comme c'est marqué en haut à droite, et jusqu'en 1560. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire que les listes d'armées sont divisées en deux. C'est-à-dire que ce qui va être avant 1575, d'accord, avec la bataille de Nagashino, qui est en fait la première grosse bataille de Oda Nobunaga. Ok. Donc ça va être très intéressant parce que du coup il va y avoir un peu les sorts de l'arquebuse. Donc on va avoir les premières listes d'armées qui vont avoir un peu d'arquebuse, et puis bien sûr, passé cette époque, ça va se démocratiser.
et à peu près tous les clans vont les utiliser, certains plus que d'autres. Donc ce qui va être intéressant aussi, c'est que là, par exemple, on va avoir notamment le récit des 3 grands unificateurs du Japon, donc avec Oda Nobunaga. Donc ils sont jouables, hein, totalement jouables. Et d'ailleurs, ce sont des personnages spéciaux qui ne risquent rien au niveau des shinobi, au niveau des ninjas, pendant la partie. C'est très intéressant parce que vous allez voir, il y a vraiment, comme je l'ai dit, l'auteur a mis tout son cœur et il y a vraiment cette particularité avec les ninjas qui va être très très intéressante en début de partie. Donc ici, on va avoir après la deuxième époque, donc le deuxième grand unificateur avec Toyotomi Hideyoshi, qui est ici. Donc voilà, bah pareil, hein, ça raconte son histoire. Et bien sûr, on va avoir son profil en fait sur la table de jeu, qui est ici. Voilà, voilà. Donc avec la figurine officielle. Donc c'est très intéressant. Bon, je rentre pas trop dans les règles, à part certains passages, mais sinon je rentre pas trop dans les règles, hein. On est là pour découvrir ensemble ce supplément. Enfin, on va avoir Tokugawa Ieyasu, qui est celui qui a été le plus patient, hein, en fait, tout simplement, et qui va remporter le jackpot en devenant shogun, et qui va battre tout le monde, quoi, finalement. Ok, donc on va avoir, pareil, son historique, voilà, toujours magnifiquement illustré, et on va avoir ici, voilà, Tokugawa Ieyasu sur la table de jeu. Donc c'est très très intéressant. Ici on peut voir, hein, bien sûr, là, des samouraïs montés, hein, donc ça c'est vachement cool. Donc voilà, après c'est parti. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer au niveau de certaines règles spé, vous allez voir, ça a beaucoup de saveur. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie. Donc, on va découvrir ensemble quelques règles spéciales de l'époque de Sengoku Jidai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, moi je suis un passionné du Japon depuis ma tendre enfance. Je fais des études de japonais, un Master 2 traduction interprète en japonais. Et j'ai passé plus de 2 ans au Japon. Et j'ai pu y voir des châteaux, j'ai pu voir des musées et tout. Donc, c'est vrai que ce supplément m'a beaucoup touché et j'ai eu cœur vraiment à l'étudier, quoi. Donc voilà, je suis très heureux de vous montrer ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, tout tourne bien sûr au niveau du code des samouraïs, hein, le code donc le Bushido, la voie du guerrier. Et donc dans cette voie du guerrier, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver vraiment cet esprit du Japon où ça va être le côté, il va y avoir des duels. Le principe, l'auteur il va à fond, hein, il dit voilà les gars, l'objectif c'est vraiment de vous imprégner de cette période, donc quand vous allez vous affronter, donc les généraux de chaque division, quand ils vont faire des tests par exemple, des tests d'ordre, bah, si le général adverse, enfin la division adverse est à 6 pouces justement de votre général de division, pourrait le défier en combat singulier. Donc il va y avoir cette ambiance de je vais te couper la tête avec des tests de morale pour voir qui réussit. Et bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des scénarios qui vont prendre en compte les points de victoire à travers notamment ces têtes coupées qui vont correspondre à 1 point de victoire pour une tête coupée, on va dire, d'un général classique, d'un sonae. Ce qu'ils appellent sonae, c'est les divisions, hein, tout simplement. Et si c'est un général ou un daimyo, bah, ça va être 2 points de victoire. Donc il faut vraiment y aller à fond et se défier, quoi. C'est vraiment le côté vachement cool. Après, on va voir notamment cette règle dubious loyalty que moi j'ai un peu traduit par loyauté de circonstance, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque du Japon, au XVIe siècle, on est sur, et même au début du XVIIe, puisque ça va être la grande bataille de Sekigahara, on est sur des clans qui, des fois, peuvent retourner un peu leur veste. Et ça va être très bien mis en scène, avec des jets de dés, hein, tout simplement. Soit on va l'avoir par l'intervention d'un shinobi, donc d'un ninja, soit on va l'avoir en achetant en fait cette option. Et donc c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez embêter votre adversaire pour que une de ses divisions soit une sorte d'alliance précaire et qui pourrait tourner kazakh et se retourner contre son armée, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a la Hatamoto, c'est les gardes rapprochés, hein, c'est la garde du seigneur. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir toujours ce côté général.
le Hatamoto et Jimaku. Jimaku, c'est le quartier général de toile, hein, finalement, d'où il se mettait sur une position élevée. Et le seigneur distribuait ses ordres. Et ce qui va être cool, c'est qu'au niveau de ses ordres, donc le Hatamoto est là pour défendre le Jimaku et son seigneur. Et va y avoir notamment les sortes d'éclaireurs, quoi. Le Tsukai, c'est des éclaireurs qui sont là pour transmettre les ordres et qui vont partir du Jinmaku. Et dans cette histoire, on va avoir des dés qui vont représenter en fait ces messagers et qui vont permettre à plus ou moins longue portée, plus ça va être loin et plus il faudra de dés forcément pour modifier un jet de commandement, un jet d'ordre ou quoi. Donc c'est très intéressant cette colonne vertébrale de commandement et ça donne toute sa particularité quoi, parce que le Jinmaku il n'est pas amovible, mais le seigneur peut quitter le Jinmaku avec son Hatamoto, et aussi l'adversaire attaque le Jinmaku, le Hatamoto peut le défendre. Donc c'est très intéressant et c'est totalement dans l'esprit japonais qu'on a pu voir dans des films de Kurosawa par exemple. Umajirushi, c'est les drapeaux, enfin le drapeau principal. Nagai Yari, donc c'est la grande pique qu'utilisent les Hashigaru, hein, qui sont les soldats saisonniers. Donc ça donne des bonus, hein. Vous vous doutez bien que la pique, la cavalerie déteste ça, donc elle va perdre tous ses bonus, et quand elle va attaquer de face, et les Hashigaru avec les Nagai Yari, les grandes piques, vont pouvoir avoir des bonus d'attaque en fait, hein, contre les cavaliers. Après, toujours pareil, hein, on sent que l'auteur est vraiment y est allé à fond, quoi, le mec. Alors, vraiment, je pense qu'il s'est vu toute une panoplie de films sur le Japon médiéval. Il va utiliser des stratagèmes. Il a mis ça comme règle tout simplement dans le supplément, où en fait on va avoir différents types de stratagèmes. Donc ça peut être de l'embuscade, ça peut être le fait de feindre une retraite, ça va être le fait de faire une marche de flanc, une marche forcée, le fait qu'il y ait des guides locaux qui vont pouvoir notamment désigner par exemple un terrain et dire que ce terrain en fait tout simplement, surtout un terrain difficile, ne va pas être traité comme un terrain difficile mais comme un terrain on va dire classique, quoi. On va avoir des châteaux en fait éphémères, des châteaux de bois éphémères, donc vous allez avoir une zone de 6 pouces sur 6 pouces, et avec comme un couvert, donc c'est une sorte de couvert lourd, quoi, finalement. Vous allez pouvoir mettre des troupes dedans, tout ça, donc ça va être sympa. On va avoir des scouts qui vont pouvoir aller au-devant de l'armée. On va avoir des palissades, on va avoir... et bien sûr les shinobi. Alors, juste avant, au niveau des stratagèmes, en fait, il est convenu que c'est 50 points par armée et que vous allez pouvoir dépenser au niveau des stratagèmes. Alors les shinobi, je vais essayer de faire court parce que j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc plus communément appelé ninja, mais c'est bien shinobi no mono en japonais. Donc en fait, tout simplement, au début de la bataille, on va pouvoir avoir soit des shinobi de base, soit on va pouvoir les acheter à coups de poing, enfin avec des points, et ils vont pouvoir faire différentes missions. Alors je vais essayer d'aller vite, mais vous vous doutez bien que Assassination, donc assassinat, on va choisir un général adverse, on va jeter un certain nombre de dés pour pouvoir le zigouiller, quoi. Après, on va vous faire du contre-espionnage, c'est-à-dire que ça va être contre les shinobi adverses, parce que votre adversaire pourra faire la même chose, en fait. Distraction, c'est-à-dire qu'on va, si le test est réussi, une unité, carrément une sonae, hein, carrément une division va être envoyée dans va pas être présente sur le champ de bataille. Misdirection, donc ça va être changement de route. On va avoir du sabotage notamment, le fait de cramer une forêt ou de détruire un village par exemple. Sédition, carrément, il y a une unité adverse qui va se retourner contre le propriétaire. Et de l'espionnage. Bref, il y a beaucoup d'effets. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça donne toute la saveur à ce livre. Bien sûr, on aura une partie sur les attaques de château, mais ça reprend quelques particularités, mais sinon, je veux dire, ça reprend les règles du bouquin Pike and Shot. Et enfin, comment construire sa liste d'armées. Du coup, je vais y venir maintenant. Alors, dans les armées de l'époque Sengoku, on va dire qu'on va avoir à peu près 3 types de forces, quoi.
On va voir donc tout ce qui va être clan japonais, avec des samouraïs, avec des ashigaru notamment, de la cavalerie. Et d'ailleurs, ça va être, on pourra choisir un peu le ou les clans qu'on veut. Mais donc en gros, il va y avoir cette partie-là. On va avoir les Ikoiki qui sont un peu des rebelles issus d'un mouvement bouddhiste. Et on va avoir la particularité de la province de Iga. D'ailleurs, j'y suis allé personnellement avec le Ninja Mula. C'était le village des ninjas, c'était vachement cool. Mais donc, la province de Iga qui va pouvoir mélanger des shinobi, des troupes, et ainsi de suite. Donc, ça donne à peu près 3 thèmes d'armée. Je trouve ça plutôt classe, quoi. Donc à cette époque-là, tout simplement, bon, on a quand même beaucoup de fantassins. Quand on va vouloir ajouter de la cavalerie, dans chaque sonae, en fait, dans chaque division, on va pouvoir inclure maximum une unité montée. Sinon, ça va être du samouraï à pied ou du hashigaru. En sachant que le hashigaru, lui, il va pouvoir avoir des pics ou des arcs ou ce qu'il appelle teppo. Teppo, c'est les armes à feu, quoi. Bien sûr avec différents ratios. Je passe un peu les pourcentages, hein, je vais vite, mais la structure d'armée est à base de pourcentage et c'est vachement sympa. On a bien sûr, bon, le Hashigaru, c'est du soldat saisonnier, donc c'est pas la folie, hein, il est là pour un rôle d'auxiliaire, hein, finalement. Mais alors, par contre, quand on va taper chez le samouraï, hein, que ce soit le Hatamoto, donc c'est la garde rapprochée, quand on va taper sur le samouraï, qui soit monté ou à pied, on est sur des stats très violentes, hein. Très très bonne valeur de corps à corps. On a des règles spéciales justement sur le fait que ce soit d'excellents combattants, d'excellents escrimeurs. En plus, ils sont des durs à cuire, hein. Donc on est sur des troupes d'élite, quoi. Et bien sûr, il y a de l'artillerie. Voilà. Donc Ozutsu ou Taiho, c'est plus ou moins le calibre de la pièce. Les clans, alors les clans, bien sûr. Donc là, c'est cool. Donc vous allez pouvoir simplement jeter votre pouvoir utiliser un clan comme allégeance, donc avec des clans très connus, hein, le clan Oda, le clan Toyotomi. Chacun aura des bonus en fait, hein, tout simplement. Celui qui parle le plus, c'est le clan Takeda, puisqu'il était réputé pour sa cavalerie notamment. Donc voilà, chaque clan a vraiment une particularité avec des bonus, que ce soit en combat, que ce soit en aptitude supplémentaire au niveau de la discipline, comme chez Oda. On va avoir, comment dire, qu'est-ce qu'on peut avoir, voilà, pareil chez Hojo. Hojo, il a de l'infanterie quand même bien entraînée. Donc on a tout ça. Donc après, bien sûr, il y a tout ce qui est peinture. Bon, ben là, on va vite. Ici, comment se préparer à la bataille, hein, bien sûr, la mise en place. Voilà, donc il y a différents effets sur les terrains. Les différents terrains, comment jouer une partie. Et après, alors voilà, et après il y a 11 batailles, je vais aborder vite, mais 11 batailles entièrement détaillées avec son historique, son plan de bataille, ses zones, ses objectifs, ses déploiements, les cartes et surtout les ordres de bataille. Voilà, donc bien sûr les règles spéciales du scénario et les troupes déployées. Donc ça c'est vachement bien. Il y en a 11 hein, quand même, hein, parmi les batailles les plus célèbres du Japon de cette époque. Donc c'est vachement cool. Donc bien sûr, les premières, il n'y a pas beaucoup de troupes. Mais par contre, plus on va avancer et plus il y aura de troupes disponibles. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on est sur un livre quand même très historique. Okehazama, hein, bien sûr, avec Oda. Et on a Kawanakajima, donc entre les Takeda et le clan Uesugi. Bref, 11 batailles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez, avec des couleurs. Les déploiements et ainsi de suite. Et on finit par, bon, bien sûr, la plus importante, c'est bien sûr Sekigahara, qui est celle, voilà, qui est la plus grande bataille du Japon. Hein, c'est quoi, c'est 1603 de mémoire, qui va sceller le sort du Japon et Toyotomi Tokugawa Ieyasu, lui, va gagner la partie et devenir shogun. Donc il va devenir le généralissime contre les barbares, ce qu'on appelle. Vous voyez là l'ordre de bataille de Tokugawa. Donc on a ici la première page et ici la seconde, quoi. Vous voyez, chaque ligne correspond à peu près à 24 fantassins, hein.
ou 12 cavaliers, quoi. Voilà, donc l'idée c'était de vous présenter ce supplément en un temps assez court. J'aurais aimé le faire plus long, mais c'est le danger. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, excellent ouvrage. Clairement, on est sur un ouvrage magnifique, sur une superbe ambiance, sur le Japon médiéval. Donc les photos, les illustrations, il y a tout qui donne envie. Les figurines en situation, en plus les figurines Warlord en plastique sont bienvenues, hein. C'est des troupes en plastique, donc ça permet d'être assemblées assez rapidement, plus solide et plus facilement à peindre. Moi je trouve que voilà, c'est tous les scénarios proposés, je trouve ça vachement cool. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, bien sûr, les règles spé, clairement, excellent point sur le bouquin. Le fait qu'il y ait tous les clans avec leur bonus et leur spécificité. Les stratagèmes de cours de partie, hein, avec les attaques de flanc et tout ça, donc j'ai trouvé ça vachement cool. Les personnages des 3 grands unificateurs, hein, qu'on peut jouer, donc c'est moi qui aime bien Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Ieyasu, que j'aime beaucoup, Toyotomi Hideyoshi, pardon. Le pouvoir le jouer, je trouve ça vachement cool. Clairement, le passage sur les shinobi, hein, les ninjas, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment envie de voir un peu comment ça va fonctionner juste avant la partie. Les listes d'armée aussi, j'ai bien aimé. Le fait qu'il y ait les règles de siège. Bref, supplément autonome, bien sûr avec le livre de règles, mais autonome, je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Après, bien sûr, le côté négatif, c'est un ouvrage en anglais. Moi, perso, l'anglais, je le lis, mais je peux comprendre qu'au niveau de la démocratisation dans notre beau pays, voilà, ça peut marquer un frein et c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage que ce soit pas traduit en français. Après, je trouve que, voilà, Pike and Shot ou que ce soit donc Pike and Shot ou les autres jeux comme Black Powder de chez Warlord, ça demande quand même pas mal de figurines. Donc même les scénarios proposés, ça demande pas mal de figurines. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement. Donc c'est quand même assez gourmand. La particularité, c'est quand même une certaine uniformologie des troupes, mais c'est un peu gourmand. Voilà. Donc c'est bien à réfléchir quand on s'y lance, parce que ça demandera beaucoup de temps de peinture et de préparation des films. Voilà, la Ghoul Studio était très heureux de vous présenter ce supplément. J'espère que vous avez apprécié que je vous le présente. C'était assez court, assez rapide, mais j'espère que je vous ai donné envie de prendre votre katana, de kabuto, le casque, et Domaru pour l'armure, et de pouvoir charger à travers les forêts de bambou contre les adversaires et mener vos samouraïs à la victoire. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de la peinture. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Au plaisir, à bientôt, ciao.